Selon une croyance très largement répandue dans la communauté scientifique ou non, notre cerveau aurait la capacité à se construire, c'est-à-dire qu'il serait malléable, uniquement durant une brève période de notre vie, qui débuterait durant l'âge embryonnaire pour s'achever autour de la puberté. Par la suite, cette propriété que je vais nommer plasticité cérébrale, cette capacité va disparaître pour permettre la formation d'un organe, certes complexe, avec ses 86 milliards de neurones et ses millions de milliards de contacts, mais un organe figé, immuable, où plus aucune cellule nerveuse ne pourrait être produite à l'âge adulte. Pire encore, et là je sens la salle commencer à se vider, pire encore, disais-je, après l'âge de 20 ou 25 ans, nous ne ferions que perdre de façon inéluctable ces précieuses cellules nerveuses que sont les neurones. En somme, pour notre cerveau, tout se jouerait durant une période précoce de notre vie qui s'étendrait de l'enfance à l'adolescence jusqu'aux premières années de notre vie adulte. Si cette croyance s'avérait être vraie, quelle injustice! Avec mes collègues de l'Institut Pasteur et ceux du CNRS, j'ai tout simplement cherché à démontrer que cette croyance, ce postulat, n'était qu'un mythe. Et nous avons cherché à comprendre dans quelles conditions le cerveau adulte perdait ses capacités à produire des nouveaux neurones. Et nous avons montré que cette faculté de régénérescence de notre cerveau disparaissait si et seulement si, premièrement, nous cessions d'apprendre, de nous émerveiller face à l'inconnu. Deuxièmement, si nous étions soumis au stress du monde urbain. Troisièmement, si nous consommions de façon chronique des psychotropes. Quatrièmement, lorsque nous pratiquions peu d'efforts physiques. Et cinquièmement, lorsque nous étions isolés socialement. En revanche, lorsqu'un sujet reste en quête de connaissances, lorsqu'il jugule cette pollution sonore et visuelle, lorsqu'il n'abuse pas de façon chronique de psychotropes, lorsqu'il pratique un peu d'efforts physiques, et enfin, lorsque nous nous engageons dans une vie sociale, notre cerveau possède la capacité de produire des neurones, et ceci, quel que soit notre âge. Cette découverte a été très difficile de la faire passer dans la communauté scientifique, voire non scientifique. Et pourtant, elle ne devrait pas nous surprendre, car ces conditions sont les mêmes conditions qui permirent l'émergence de ce cerveau moderne à partir de nos ancêtres hominidés. Rappelez-vous, il y a 2 millions d'années, l'Homo habilis invente la marche. On va d'ailleurs le nommer Homo erectus. Cet Homo erectus décidera de quitter le berceau natal, son Afrique, et décidera d'explorer de nouvelles contrées. Il va se retrouver dès lors face à des problèmes bien plus complexes auxquels il était confronté dans son berceau natal. Il va devoir pratiquer des kilomètres par jour pour se nourrir. Un de ses descendants, le Néandertal, inventera même la famille. Donc, c'est dès lors que notre cerveau s'est trouvé confronté à l'inconnu, au changement, à la dynamique de cet environnement, que celui-ci a pu s'épanouir et continue aujourd'hui à se nourrir. Fort de cette odyssée de l'espèce humaine, aujourd'hui, la surface de notre cortex est 1000 fois supérieure à celle du singe, avec qui nous partageons, entre parenthèses, un ancêtre commun il y a à peu près 6 millions d'années. Ainsi, nous, les hommes,
avons un cerveau de 1300 cm3, légèrement supérieur à celui du cerveau féminin. Mais mesdames, rassurez-vous, votre cerveau, s'il est légèrement plus faible, il est beaucoup plus dense. Donc, messieurs, il faut bien l'avouer, nous avons un cerveau légèrement poreux. Quoi qu'il en soit, cette histoire de l'invention de la marche va sceller le sort de l'espèce humaine. Parce que, de façon concomitante, en inventant la marche, eh bien, il y aura un bouleversement des eaux du bassin. De façon à être beaucoup plus efficient dans notre marche, notre bassin va se rétrécir. Et donc, par conséquence, la femme devra expulser ce nouveau-né qui a pour mission d'avoir la grosse tête. Elle va devoir l'expulser de façon prématurée. La conséquence, c'est que le cerveau de l'être humain continuera de grandir lorsqu'il sera à l'interface avec l'environnement. C'est-à-dire que cette construction cérébrale va se nourrir des facteurs externes, la société, la culture, la technologie. Contrairement au cerveau du singe, qui est pratiquement achevé à la naissance, 3 mois plus tard, il sera entièrement achevé, cette construction, c'est le singe, dépend du déterminisme génétique. Chez nous, ce déterminisme génétique a été remplacé par une transmission sociale. L'ordre génétique laisse la place à l'ordre social. Et ceci nous rappelle ce qu'indiquait un écrivain humaniste, Erasmus Roterodamus. On ne naît pas humain, mais on le devient. Un peu plus tard, Emmanuel Kant nous rappellera que l'espèce humaine naît 2 fois. La première fois lors de notre naissance, puis la seconde fois par l'instruction. Donc vous voyez, ce concept de plasticité cérébrale à l'âge adulte ne fait qu'écho à ces pensées, ces théories des philosophes. Aujourd'hui, si les conditions nécessaires pour l'épanouissement de ce cerveau sont réunies, nous observons au cœur de ce cerveau de véritables pouponnières, des fontaines de jouvence capables de produire en permanence de nouveaux neurones qui migreront et seront s'intégrer dans nos circuits cérébraux. Aujourd'hui, nous sommes capables d'établir des relations de causalité entre cette propension à produire des nouveaux neurones chez l'adulte et nos états affectifs. On s'aperçoit qu'un cerveau d'un individu stressé, ancré dans une dépression massive, ce cerveau perd toutes ses capacités à produire naturellement des nouveaux neurones. En revanche, l'individu baignant dans le bien-être voit ses capacités s'exprimer de façon maximale. Sur la vidéo que vous allez voir maintenant, nous apercevons ici un nouveau neurone. Dans la région encerclée, nous avons une encre. Et nous verrons que lorsque l'alchimie présente autour de ce neurone reflète les conditions du cerveau stressé, notamment sous l'effet de la cortisol, cette encre est toujours présente. Ce neurone n'aura aucune chance d'atteindre sa cible, il sera complètement figé et inutile pour ce cerveau anxieux. À l'inverse, pour le cerveau baignant dans l'alchimie très particulière du bien-être, du bonheur, vous voyez ici l'encre jamais apparaître. Ce cerveau aura toutes ses facultés de naviguer et s'intégrer dans les circuits cérébraux. Donc, aujourd'hui, cette notion de plasticité cérébrale nous invite à repenser l'idée d'un cerveau figé. Nous devons plutôt imaginer ce cerveau comme la Sagrada Familia, un chantier permanent, jamais achevé. Et fort de ce principe, nous imaginons aujourd'hui pouvoir encourager les neurones, non pas à travailler uniquement entre eux, mais aussi à travailler avec des prothèses, des électrodes que l'on peut implanter dans notre cerveau. Et grâce à cette plasticité, cette reconfiguration permanente, ces électrodes vont pouvoir travailler en harmonie avec notre cerveau. Sur la vidéo que vous allez voir, nous apercevons un singe dont le bras droit est immobile. Ce singe ne souffre pas. Simplement,
il voit devant lui l'objet du désir, un chamallow. Mais comme son bras droit est immobile, bien par la pensée, ce bras droit ne sera plus utile, mais les impulsions électriques de son cortex vont dérouter ces impulsions électriques pour les acheminer dans ce bras qui est placé à sa gauche. Et nous voyons ainsi le singe pouvoir déplacer par la pensée uniquement ce bras roboïde qui viendra lui apporter cet objet du désir. Qu'en est-il du cas humain, me direz-vous? Eh bien, mes collègues, voisins de palier à l'université d'Harvard, ont réussi de franchir ce pas. Voici ici une femme tétraplégique depuis 15 ans. Pour la première fois, ces chercheurs ont été capables de réaliser une nouvelle révolution, celle de la transformation de la pensée en action et à distance. Cette personne a intégré un peigne d'électrodes dans son cortex et vous voyez par la pensée qu'elle devient capable de retrouver une autonomie totale. D'ailleurs, l'expression faciale vous montrera combien elle est heureuse depuis 15 ans de retrouver maintenant une autonomie et de pouvoir s'hydrater lorsqu'elle le souhaite. Je dois dire que vos applaudissements et son sourire nous invitent évidemment à poursuivre ces recherches, pleines d'espoir. Évidemment, elles ne sont pas non plus sans soulever un nombre de questions sur le plan éthique qu'il sera urgent d'adresser. Que peut-on faire de l'être humain? Jusqu'où peut-on manipuler cet organe qui probablement fait partie des traits humains? Existe-t-il un seuil tolérable au-delà duquel l'autotransformation par la biotechnologie de l'espèce humaine ne serait pas acceptable? Je vous livre ces questions, je n'ai moi-même pas de réponse à apporter. Mais pour conclure, je dirais que même en science, les mythes peuvent être tenaces. Non, notre cerveau ne perd pas ses capacités à produire de nouveaux neurones. Ce chantier reste permanent aussi longtemps que l'on saura trouver les conditions nécessaires et permissives pour l'épanouissement de cet organe. Voici donc la mort d'un mythe. Mais j'espère ne pas en avoir créé un nouveau dans votre tête, car devant la vérité, avec un grand V, il y a 3 types d'individus. Ceux qui pensent la détenir, ce sont les plus dangereux. Ceux qui s'en fichent, ce sont les plus heureux, ils font certainement leurs courses cet après-midi. Et enfin, ceux qui doutent et qui la cherchent, ce sont les plus rares, ils sont dans l'auditoire assistant aux conférences TEDx. Merci.